Alors, un peu comme d'ailleurs vendredi dernier, le rapprochement des deux films crée des étincelles. On va donc essayer de parler de ça, mais je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé vendredi dernier en ton absence, Amos, parce que j'aimerais que pour ceux et celles qui étaient là vendredi dernier, ce sera pas long, mais je pense que c'est une précision nécessaire. On a vu un film très étrange sur les dynasties d'architectes. Et dans la série là, de films qui sont projetés ici depuis quelques mois, c'est probablement le film dans lequel tu parles le moins et dans lequel tu as l'expression la plus sombre. Et le garçon qui parle est le petit-fils d'un architecte très célèbre. On est dans une dynastie comme ça d'architectes. C'est d'ailleurs le thème du... Et toi-même, tu es fils d'architecte et père d'architecte. Et là, tu étais vraiment visiblement tout à fait embarrassé. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce point? Parce que je parlais à ta place, mais c'était en ton absence tout de même un peu frustrant. D'abord, bonjour, parce que j'étais absente la semaine dernière, mais je vais être là la semaine prochaine. Non, moi je trouve qu'effectivement, toute question de transmission de métier, elle n'est pas si simple. Et d'ailleurs, c'est mon propre expérience. Et des fois, il y a des décadences. Même dans les très bons architectes, c'est-à-dire c'est pas seulement le cas de ce groupe de Richter, mais aussi même, par exemple, Saarinen, le grand architecte finlandais, il y a des générations après ça arrête. Alors il y a à la fois la question pragmatique qu'il y a une agence d'architecture. Alors c'est dommage de couper parce qu'il faut laisser partir tous les architectes. Les gens qui travaillent dans l'agence, il y a des projets, et comme l'architecture, le rythme d'architecture est très différent que celui-là des cinémas ou d'autres métiers, c'est-à-dire que c'est vraiment des projets de long terme. Des fois, ça prend 10 ans, 20 ans. Alors, il y a une certaine logique de créer une continuité, mais cette logique, elle est un peu schématique, elle est un peu primaire, parce qu'il faut effectivement... Et sur le cas de Richter, effectivement, Zeev Richter, on peut dire le fondateur de cette dynastie, il était un architecte excellent, vraiment. La femme de son fils, c'est la personne qui l'a lu. Isabelle, tout à l'heure, tu m'as demandé qui est cet comédien. Alors, il y a le premier, c'est Yael Abekassis, et le deuxième, c'est Hannah Maron, qui était... la femme de deuxième Richter, qu'elle a aussi joué, c'est un autre fait divers, elle a joué, c'est le petit-fils des films de Fritz Lang, de M le Maudit, elle a joué dans le film. Elle est née, je crois, à Tchécoslovaquie, elle a grandi à Berlin, et après, comme il y avait le montée du nazisme, ils sont arrivés à Paris. Et dès Paris, c'était parce qu'elle a décédé malheureusement, c'était une actrice formidable. Alors pour revenir, alors effectivement c'est un rapport très compliqué. C'est peut-être une des raisons, il y a multiples raisons que je n'ai pas fait l'architecture. On a parlé le mois de mars de certains que je n'avais pas envie de construire certaines choses, que je trouvais que l'architecture, de toute façon, dans cette époque d'années 70, elle a perdu aucun repère, elle était tellement irresponsable. Alors, comme j'ai fini mes études aux États-Unis, j'ai compris pourquoi je n'ai pas envie finalement de faire de l'architecture. Mais en même temps, je conseille à Ben, mon fils, de faire l'architecture, parce que comme il y a une génération qui manque dans cette chaîne, c'est bon, il peut refaire l'architecture. Donc, ce qu'on voyait dans ce film-là,
la semaine dernière, c'était justement une transmission comme ça sur 3 générations et une dégradation, comme tu l'as dit, de l'invention initiale, mais une dégradation que l'on voyait dans les images d'ailleurs qui passaient derrière, et une dégradation correspondant aussi à une emprise de l'idéologie nationaliste. Bon. Cette idéologie à l'égard de laquelle tu as toujours essayé de maintenir une distance, et ce qui t'a d'ailleurs conduit à renoncer à construire en Israël, comme tu l'avais effectivement rappelé en mars et comme tu viens de le redire ce soir. Alors ça nous conduit aux 2 films de ce soir, qui sont... où tu fais, dans les 2 cas, intervenir des personnages qui sont très critiques, disons, qui tiennent des propos critiques, qui se placent sur une position critique, notamment à l'égard des pouvoirs officiels, disons. C'est le point commun des 2 personnages. Mais après, ce qui est frappant, c'est à quel point ils tiennent des propos extrêmement différents, voire contradictoires. Donc j'aimerais que l'on parle de ça, et j'aimerais d'abord demander à Jacques Lévy comment il perçoit, peut-être un peu de l'extérieur, parce que vous êtes géographe, mais à ma connaissance, vous n'avez pas étudié particulièrement la situation israélienne, un peu. Comment vous percevez ces 2 discours et les contradictions quand même assez flagrantes qui apparaissent d'un discours à l'autre, notamment sur la question de la mégapole. Le 2e discours est tout de même un discours qui... C'est quand même ce qu'on appelle enfin, il y a eu en France un grand mouvement de retour à la ville, hein, dans les années 80, et visiblement on se trouve dans cette situation-là. C'est un urbanisme soucieux d'ancrer comme ça le développement urbain dans un noyau historique, alors que le premier discours est tout à fait différent. Cette dimension-là, cette référence-là à la ville historique n'apparaît pas. Le premier discours est plutôt un constat sur l'absence du vernaculaire et qu'est-ce que veut dire dans ces conditions construire, etc. Bon, donc est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un peu comment vous avez perçu je dirais moins peut-être chacun des 2 films que d'abord leur rapport et le rapport de ces 2 personnages. Merci. Une vaste question. Merci, oui. C'est difficile d'être ici en général, pas seulement de répondre à la question, dans la mesure où, en effet, je ne suis pas du tout un historien de l'architecture et tout spécialement pas de l'architecture israélienne. Donc, en regardant ces films, ces 2-là et les autres, j'ai appris beaucoup de choses et je suis en partie dans une phase de tri de ces informations, donc ça enlève certainement encore de la qualité à ce que je vais dire. En même temps, ce qui me frappe, c'est le fait que, avec un tout petit peu d'effort, mais pas tant que ça, on arrive à relier les problèmes posés dans ces films avec quelque chose de plus général qui n'est pas seulement israélien. Et alors, moi, j'en vois au moins 2 ou 3. La question du rapport entre architecte et urbanisme, ou urbaniste, les architectes et l'urbanisme, c'est quelque chose qui n'est pas posé frontalement, hein, par l'ensemble des films. Et Amos n'évoque pas, sauf erreur, ce problème avec aucun de ses interlocuteurs, c'est-à-dire qu'il considère que les architectes sont aussi naturellement urbanistes, disons. Or, ça renvoie à l'autre question qui est qui sont les partenaires de l'architecte urbaniste. Et là, on voit l'État sous différentes formes. Sont aussi évoqués d'autres acteurs, les habitants et le monde économique, disons. Mais il me semble que l'État est très important, et ce qui est très frappant, je trouve, dans ces 2 films, mais aussi dans les autres, c'est qu'il y a une espèce de continuum entre l'État géopolitique et l'État planificateur. En fait, j'ai pensé à la frontier en regardant ces films, hein, donc ce qui n'est pas la frontière au sens
français du terme, border, la frontier, c'est le front d'extension, d'expansion de la société américaine. Et donc avec le fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut mettre une ville là ou ailleurs. Il a dit à Moshe Dayan, mais pourquoi tu mets une ville là? Oh non, pourquoi t'en mets une à côté de Kuneitra? Et donc on voit l'extraordinaire liberté. Et ça fait penser, donc c'est l'État colonisateur, on peut dire. Hein. J'ai pas dit colonial. On pourrait le dire aussi, mais colonisateur, c'est plus large parce que c'est pas forcément dirigé vers contre d'autres populations qui étaient déjà là. Il se trouve qu'il y avait les Indiens aux États-Unis, il y avait les Palestiniens en Israël, donc c'est aussi une composante, bien sûr, du problème que bon, on a un projet, il y a des gens qui sont là, qui gênent un peu, on va les déplacer ou encore mieux les ignorer, hein, ce que dit Herbert Fouillon, c'est ça? Hubert, pardon, Louillon, ils sont pas sur la photo en fait, hein. Et donc, mais au-delà de ça, en prenant encore un peu plus de recul, ce qui me frappe, c'est la ressemblance avec des pratiques de planification telles qu'elles sont dominantes dans beaucoup de pays à ce moment-là, y compris des pays qui n'ont pas de problème de colonisation. Hein. Et donc, par exemple, la politique des villes nouvelles en Grande-Bretagne, puis en France, de façon plus spectaculaire en France encore qu'en Grande-Bretagne, ça participe de cette même vision où on a un terrain vierge et on va poser des choses. Hein. Et donc, on est complètement dans le... si j'utilise la terminologie de Augustin Berg, entre topos et chora. Donc on est dans le topos, c'est-à-dire qu'on a des sites sur lesquels on pose des choses, et ce qu'il y avait avant dans ce site n'a aucune importance. Et justement, Hubert, il a un vocabulaire très intéressant de ce point de vue-là, qui est en opposition avec ça. Il utilise beaucoup le mot environnement, et pas dans un sens environnement naturel. Il dit aussi à un moment donné, quand il fait l'histoire de la construction, disons, en Israël, il dit, bon, il y avait une urgence, il fallait construire, et puis à un moment donné, on comprend qu'il veut dire qu'on pouvait prendre un peu de recul, on pouvait se poser un peu, et d'une certaine façon vernaculariser l'architecture ou l'urbanisme, puisque finalement les gens qui étaient là, ils avaient fait des choses, ils avaient commencé à faire un vrai lieu, hein, je crois, enfin c'est dans la traduction, mais il me semble que c'est ce terme. Donc le lieu, justement, qu'est-ce que c'est un lieu? C'est un espace où la diversité, elle est verticale, hein, c'est-à-dire il y a une épaisseur historique, de pratique, etc., qui est le contraire d'un simple site où on va poser quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'il y avait avant. Donc là, on voit quelque chose, une bifurcation possible dont il dit qu'elle n'a pas été prise. Alors après, je dirais que ça devient un peu confus ce qu'il dit, parce que ça se relie. Alors là, on a le professeur de marxisme qui nous fait un petit cours sur la valeur d'échange et la valeur d'usage. Mais bon, pour Marx, dans le capitalisme, il y a quand même de la valeur d'usage. Hein, donc Marx, c'est pas Debord, et puis même Debord, c'est plus... Donc, à mon avis, là, il y a une bifurcation qui est pas forcément très bien négociée. Mais ce qu'on voit très bien dans le discours d'Hubert, c'est que il y a la possibilité d'inventer un autre urbanisme qui serait effectivement moins étatique, beaucoup plus bottom-up, beaucoup plus le produit de la société civile, et en fait beaucoup plus contemporain à mon avis. C'est ça qui est devenu l'urbanisme, c'est-à-dire le fait que c'est aussi les habitants qui font l'urbanisme, c'est-à-dire l'urbanisme n'est pas la propriété des urbanistes, ni experts, ni dirigeants. Donc bon, je trouve qu'il caricature un peu. C'est un peu un truc d'architecte à la Koulas, disant Lagos c'est notre avenir, lui il dit c'est les favelas, mais au-delà, disons, de la formule, je pense que là il touche quelque chose qui est
l'émancipation, je dirais, de la production de la ville par rapport à des acteurs très très identifiés qui collaborent entre eux. Hein. Donc je reviens à ma question, donc où il y a l'architecte, effectivement, qui fabrique des objets, et c'est pour ça que c'est un architecte et éventuellement un ingénieur qui lui va faire plutôt des infrastructures, en collaboration avec l'État. Et là, on trouve finalement le duo classique que le mouvement moderne en architecture, en urbanisme a essayé d'établir. Hein, Corbu en étant une bonne expression. Enfin, lui, là, ça n'a pas complètement marché tout le temps, mais il a fait Chandigarh comme ça, Brasilia, Costa et Niemeyer, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est là que tu as fait une petite bifurcation, à mon avis. Bon, tu voulais parler de ton père, ok, mais où tu présentes le mouvement moderne, c'est-à-dire le fait d'avoir une faible densité, comme allant dans le sens de ce que lui propose. Alors qu'à mon avis, justement, le mouvement moderne, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, qui n'avait rien d'anticapitaliste dans le fait d'avoir une faible densité, que ce soit d'ailleurs des grands ensembles en Europe ou de l'habitat individuel, on a des densités comparables de population. Et en fait, ce qui les caractérise, c'est le zonage, c'est le fait qu'il n'y a pas une prise en compte de l'espace public. Justement, il y a beaucoup d'espaces ouverts, mais très peu d'espace public, et le Corbusier n'a pas de pensée de l'espace public. Donc, il me semble que là, il faut faire attention à ne pas, avoir une pensée nostalgique, c'est-à-dire de dire que c'était mieux avant, parce que le avant, il est divers d'abord, et il me semble que ce que pointe, en regrettant que ça ne soit pas fait, Hubert, c'est justement l'émergence d'un nouvel urbanisme qui n'est plus dans la planification. Hein, là-dessus, je pense qu'il a complètement raison, et qui est... Qui multiplie les acteurs, qui fait éclater en fait la notion de projet, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait, en tout cas on n'est pas dans le versant planificateur du projet, on est plutôt dans le versant processus, voire expérience du projet. Et donc, comme tu le dis à un moment, l'urbaniste est un médiateur en fait, hein, et quelqu'un qui met ensemble des intentionnalités diverses. Donc, effectivement, lui, il a une pensée, je dirais, globalement cohérente et contemporaine, alors qu'au contraire, Israël Godovich, lui, il est, à mon avis, complètement archaïque, malgré son caractère critique, parce qu'en fait, ce qu'il voudrait, c'est lui tout décider. Il se plaint qu'on n'écoutait pas les habitants à l'époque où il était architecte en chef, mais quand il est à Tel Aviv, il se plaint qu'il y a d'autres gens que lui qui peuvent avoir un point de vue. Donc évidemment, il les stigmatise en disant c'est les comités de travailleurs, c'est les gens qui harcèlent l'architecte. Mais justement, il me semble qu'il n'a pas très bien compris que dans l'urbanisme, c'est comme ça. On est obligé d'avoir des gens divers, et le résultat, c'est qu'il a un point de vue totalement autoritaire sur le développement de Tel Aviv. C'est-à-dire comme si on pouvait décider que, ben oui, comme la morphologie, elle est bien comme elle est, Jaffa, c'est pas vraiment Tel Aviv, donc je l'abandonne. On ne sait pas très bien ce qu'il veut dire par je l'abandonne, mais donc ça veut dire qu'il ne veut pas le penser dans un point de vue, dans un projet, une projection, un horizon urbanistique. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est une blague quand il dit qu'ils ont multiplié la maille par 2,5, donc contrairement à Barcelone, où là on a pris la même maille Cerda. Donc il dit, c'était pas un architecte, pourtant il a été très sage, hein, il dit, et donc il avait dit multiplier par 3, mais finalement ils ont fait un compromis à 2,5. Donc on ne sait pas très bien s'il trouve ça bien ou pas bien, mais en tout cas, il ne se sent pas concerné. Et il considère que... comme il l'a décidé que Tel Aviv n'était pas une métropole, bah ça n'en sera pas une. Et donc, si on lui dit ça va quand même en être une, il s'en va. Mais attendez, on peut aussi voir les choses autrement, parce que ce qui, je crois, est quand même très frappant dans les deux films, comme dans tous les films d'Amos, c'est aussi que ton interlocuteur, chaque fois, est un personnage avec sa biographie. Bon. Et de toute évidence, ces deux personnages n'ont pas du tout la même histoire. Donc, de ce fait, pas du tout la même approche non plus des questions que vous abordez. Donc, je dirais de façon comme ça un peu théorique, mais en l'occurrence, ce sont deux personnes bien particulières avec leurs histoires. Alors, et c'est ça que je trouve d'ailleurs dans l'ensemble de tes films très intéressant, c'est comment à tout moment les questions disons théoriques ou historiques recoupent aussi des histoires, des biographies. Bon.
ce qui est d'ailleurs quelque chose de très, si je puis me permettre, juif aussi. Bon, la biographie est évidemment une dimension considérable dans la culture juive et pas seulement israélienne. Alors, le premier personnage est birman. Bon, alors... Lui, il dit qu'il est israélien. C'est Amos qui veut qu'il soit birman. Non, mais il est originaire de Birmanie. Lui, il dit qu'il est sioniste. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vient séduit par le sionisme. Et alors, c'est tout à fait clair que ce qu'il séduit, c'est la construction d'un État-nation. Hein, c'est ça. Il le dit très explicitement. C'est-à-dire qu'on est du côté du sionisme politique, pas le sionisme anarchisant, hein, puisqu'il y a plusieurs sionismes. Là, c'est clairement le sionisme. Ah ben oui, c'est le sionisme qui construit un État-nation. C'est ça qu'il séduit. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas du tout anarchiste au départ, pas du tout, je dirais, le contraire même, puisqu'il est séduit par l'État. Alors, à ma connaissance, les anarchistes... À ma connaissance, les anarchistes... Oui, mais c'est pas l'État. Il dit c'est une nouvelle société, l'innovation. Donc, il dit État-nation, et on voit défiler des images derrière, des grandes figures du sionisme qui a abouti à la création de l'État en 1948. Bon. Alors, et il vient après de toute façon. Donc son propos, c'est pas le sionisme des kibbutz, etc., dans lequel il y avait effectivement des tendances anarchistes, anarcho-syndicalistes, etc. Non, c'est vraiment le sionisme d'État. Donc c'est le contraire d'une position anarchiste. Et à mon avis, ensuite, dans tout le discours qui suit, cette contradiction subsiste. Elle est permanente chez lui. C'est un homme qui ne cesse de tenir un double langage. Alors, moi je trouve ça fascinant parce que je crois qu'il n'est pas le seul. C'est-à-dire que ce double langage est aujourd'hui très répandu dans le contexte actuel, disons, du néolibéralisme, hein, avec une tendance anarcho-libérale très, très, très forte. Vous avez évoqué Rem Koolhaas, c'en est l'exemple le plus accompli. Alors, ce personnage, à mon avis, est en plein là-dedans. L'autre, alors, on pourrait développer, mais je voudrais passer la parole à Amos sur ce point, parce que ça me paraît très important. Mais après, le second personnage, lui, est très différent, du fait aussi de son histoire. Là aussi, en relation avec son histoire. C'est quelqu'un qui est né à Tel Aviv, qui a un attachement à cette ville, qui ne cesse de le dire. Moi, c'est une ville, Tel Aviv, à l'égard de laquelle j'ai une attitude très ambivalente. Donc, je suis d'autant plus sensible à son discours. Ce qui lui plaît dans Tel Aviv, c'est une ville, effectivement, à petite échelle, qui n'est pas cosmopolitique. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ce qui frappe le plus aujourd'hui quand on va à Tel Aviv, c'est que c'est une ville cosmopolitique avec de façon même, je dirais, parfois un peu caricaturale. Alors, et pour lui, c'est justement pas cette ville qui est intéressante. Ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de penser le développement de cette ville à partir de son noyau historique et de repenser en détail, avec des points particuliers de la ville, parce qu'il parle de 4 points très particuliers. Quand on connaît un peu Tel Aviv, c'est extrêmement intéressant, et pour ton public israélien, je pense que tout ça fait beaucoup plus de sens, toutes ces données très spécifiques, que pour nous à Paris, qui ne connaissons pas aussi bien Tel Aviv, mais il n'y a qu'à transposer à Paris pour que ça devienne très intéressant. Donc, il pointe comme ça des questions extrêmement locales. Son idée, elle est très simple au fond, et elle est très intéressante. Simplement, elle est un peu contradictoire avec ce qu'on a entendu dans le premier film. C'est que si on travaille sur la physionomie d'une ville historique, on peut mieux penser son développement. Il n'est pas, à mon sens, opposé au développement de la ville. Il est dans... Non, il est pas... Non, il prétend... à l'utopie comme ça, quand il se sent en quelque sorte dans ses retranchements, quand il voit qu'il n'y a plus d'issue, quand il se voit totalement contredit. Mais en réalité, en tant que responsable pour la ville, ce qu'il souhaitait, c'est de toute évidence que la ville historique soit pensée le mieux possible, de manière à ce que son développement puisse être aussi pensé de la façon la plus harmonieuse. Je ne trouve pas ça du tout, moi, passéiste, à votre différence. Je trouve que c'est une position tout à fait intéressante aujourd'hui à tenir, non pas dans une perspective de retour à la ville un peu effectivement
problématique. On a bien connu ça dans les années 70-80, mais il y avait dans le mouvement de retour à la ville des années 70-80, pensez par exemple à Bruxelles, au mouvement qui avait été animé à l'époque par quelqu'un comme Maurice Culot, qui avait fait un travail formidable, c'était totalement progressiste. Alors c'était effectivement, et alors ça c'est très amusant, c'était vraiment marxiste. C'est-à-dire que ce mouvement-là, c'était pas le marxisme qui apparaît dans le premier film, c'est plutôt le marxisme qui sous-jacent au second film, je dirais. Alors là, on a une espèce d'effet comment dire, de croisement comme ça, de chiasme, je dirais, entre les deux films que je trouve assez réjouissant personnellement. Donc, je crois n'être pas tout à fait d'accord avec vous sur la façon dont vous interprétez le dialogue. À mon avis, le dialogue est plus complexe que ça, dans la mesure où la position du second personnage est, je trouve, légitime et intéressante dans le contexte, encore une fois, de Tel Aviv. Mais j'ai trop parlé, j'aimerais entendre Amos sur la question. Non, alors, sur les questions de Tel Aviv comme ville cosmopolite, cet été, il y avait une très belle caricature à Haaretz. On voit des Israéliens, et le premier, il dit « Oh, les sirènes, tout le temps les sirènes ». Et le deuxième, il dit « Bon, c'est beaucoup mieux qu'attendre tout le temps les Français ». Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, cette immigration conséquente de gens de différents coins de la planète sur Tel Aviv, elle change le caractère de la ville. Mais ça, c'est un petit parenthèse. Moi, je suis plutôt d'accord avec Jean-François. Hubert, que je trouve adorable, il était membre du Parti communiste israélien, c'est-à-dire des gens qui admirent beaucoup la planification dans le sens le plus strict et centraliste, et une sorte d'anarchisme laissez-faire. Et moi, même si je le trouve très charmant et très stimulant, je ne suis pas d'accord avec lui. Je trouve que le phénomène actuel dans lequel l'État, partout dans le monde, fait une retraite très considérable de sa responsabilité d'occuper des logements est grave. Et je trouve qu'on voit l'impact sur même le travail des architectes. C'est-à-dire que les architectes, ils sont dans le chaos complet. Ils sont strictement dépendants des petits bourgeois avec des goûts médiocres qui commandent des projets de logement. Il n'y a aucune option même de réfléchir les questions des logements et des centres urbanistes de la ville. Alors, c'est vrai qu'on peut critiquer le projet de passé. Il y a beaucoup de choses à dire critiques, mais je crois que c'était beaucoup plus intéressant que l'État n'a pas fait une retraite si dramatique de cette poste partout. Ce n'est pas strictement Israël. Moi, je prends d'Israël parce que c'est le territoire que je connais bien. Mais c'est même ici, c'était pas mal si le gouvernement actuel, qui est 10 ans socialiste, elle prend le projet de logement comme le projet central de son agenda. Par exemple, le gouvernement français actuel, elle trouve que la culture, c'est pas très important. Peut-être ils ont raison, peut-être la France elle a investi déjà assez de créer des musées, des espaces culturels, etc. Mais les logements, c'est un élément central de la société, de la misère, aussi de l'intégrisme. C'est-à-dire ça touche beaucoup d'éléments qui troublent la société française et européenne. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec Hubert, même si je le trouve charmant et stimulant. C'est-à-dire j'ai amené les gens dans cette série pour ouvrir la discussion, mais c'est pas... Je n'ai d'accord avec Rechter la semaine dernière, ni avec Hubert qui dit, bon, c'est formidable, fait le chaos, construit dans tout l'espace vert, el-Fachem, c'est idyllique, ok, on va réduire l'intervention de design et de planning strictement sur les lignes électriques, etc. Non, moi je trouve qu'il n'a pas raison, et je trouve qu'on va vers une catastrophe dans tous les sens. Maintenant, d'ailleurs, j'ai le bonne annonce que je vais faire maintenant une série sur l'environnement. Alors, ça aussi, c'est-à-dire l'environnement qui est 10 ans pas politique de tout, c'est comme ça que je vais commencer cette série, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, si les Israéliens et les Palestiniens, ils ne sont pas d'accord, et il y a une colonie israélienne qui jette leurs poubelles sur le territoire palestinien,
il n'y a pas un projet commun par l'environnement. Je ne parle pas dans la politique dans le sens large, mais je parle, comme j'ai fait dans cette série, des séries de coordination nécessaires qui impliquent reconnaître l'autre, parce que l'autre existe, il fait son sous-edge, son aigu, il est sur notre tête, alors c'est obligatoire qu'on trouve des systèmes de modus vivendi et de coordination par l'environnement. L'environnement va forcer les rivières de Jordan, il va sécher s'il n'y a pas un accord avec la Jordanie. Une série d'éléments, si on ne va pas développer des systèmes d'utilisation de l'énergie solaire, etc. C'est-à-dire, dans cette série, l'idée générale que j'ai eue, j'ai pris chaque fois un interlocuteur. C'est vrai que les architectes, ils sont beaucoup plus spectaculaires, comme tu dis, par leur biographie, ils sont intéressants parce que c'est une palette assez riche. Et on va voir si j'arrive à trouver des séries de figures avec des égos et des individualismes assez forts dans les prochains projets. Mais pour revenir, je suis aussi pas hostile à certaines interventions. Et d'ailleurs, je suis d'accord, je ne trouve pas passéiste comme Goudovitch, il a dit qu'il faut détruire certains éléments de la ville qui étaient construits d'une façon très hasardeuse et négligente dans les années 70. Tel Aviv vraiment a été construit par des séries d'axes vers la mer. Et ce n'est pas possible qu'il y ait un architecte, parce que c'est arrangé les propriétaires d'hôtels, il a bloqué cet axe. Il faut réouvrir les choses. C'est des séries d'interventions très pointues, pas très compliquées à faire. Il faut le courage politique, il faut restaurer cette très belle Dizengoff construite par une femme architecte dans les années 30. Il y a beaucoup de choses c'est l'héritage architectural, mais l'héritage architectural, c'est aussi le concept urbanistique, c'est pas strictement le faux Bauhaus. Et après... Ça, c'est un point que je crois très important, parce que la Tel Aviv dont parle cet homme n'est pas la Tel Aviv du Bauhaus, hein, attention. Ouais. Parce qu'on a toujours cette idée de Tel Aviv, la ville blanche, mais heureusement que c'est plus complexe que ça. Et la ville là, dont il parle, qu'il limite comme ça géographiquement, on est plus dans la fabrique d'un vernaculaire, justement, pour reprendre l'expression employée dans le premier film, que dans l'idée d'un style international qui aurait été comme ça catapulté, greffé de façon abstraite, etc., etc. Non, mais pour finir, parce que... Alors, je trouve que d'abord, il ne faut pas que les gens acceptent que l'État retire complètement de cette responsabilité des logements. Et il faut créer un système plus sophistiqué qui était à passer. Et il faut effectivement évoluer le système urbanistique qui est très archaïque, c'est-à-dire l'idée de zoning qui est établie par couleur, les fonctions dans la ville, c'est très archaïque. Il faut, avec les nouvelles technologies, l'Internet, le changement de temps de travail, des places de travail, on peut améliorer les usages mixtes de l'espace. Il faut arrêter de dire ça, c'est une zone de housing, ça c'est une zone de business, ça c'est une zone commerciale, etc. C'est-à-dire qu'il y a mais ça c'est une chose qui demande du courage. C'est-à-dire, pour moi, pour finir, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une forte transition de notion progrès. OK? Parce que pendant les années, on a dit progrès, c'est le housing, la santé, etc. Là, tout ça, c'est mauvais, c'est considéré comme une très mauvaise idée. Et là, le progrès, c'est laisser faire chacun de faire son... Non, alors, non. Moi, je trouve... C'est pas ce que j'ai dit, hein, moi, pas du tout. Non, mais c'est pas ce que dit Hubert. Non, mais moi, j'ai... Donc, écoute. oui, ce que j'essayais de montrer, c'est que justement, ils ne sont pas sur le même plan, l'un et l'autre. Et que l'opposition, leur point commun un peu, c'est quand même d'opposer... globalement, un monde qui est, à leur idée, un monde qui est en fait plus complexe. Et notamment, à mon avis, l'opposition étatisme-libéralisme que vous utilisez tous les deux ne permet pas de comprendre les enjeux
de l'urbanisme d'aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de retrait de l'État d'ailleurs hein, dans les pays développés. Ça c'est complètement un mythe. Les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés partout et il n'y a jamais eu autant d'urbanistes. Et le fait de dire enfin, c'est ambigu dans la position d'Hubert, mais le fait qu'il se méfie, disons, des approches qu'on pourrait appeler unilatérales. Hein. Je prends l'expression de Peter Sloterdijk. C'est-à-dire que pour lui, la mondialisation, c'est la fin de l'unilatéralisme. Il y avait Hernán Cortés qui pouvait, avec quelques guerriers, conquérir un continent, et il faisait ce qu'il avait décidé, et ça marchait. Donc, ce que dit Sloterdijk, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une telle densité des interactions que l'unilatéralisme n'est plus possible. Et moi, ce qui me frappe, c'est que en termes d'urban design, ce qu'il dit est très intéressant, Israël Godovitch, hein, et des interventions chirurgicales, je pense que je serais d'accord avec lui. Mais par contre, il n'a pas compris que c'est pas ce que je pense moi, c'est qu'aujourd'hui, l'urbanisme, cela ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les sociétés urbaines, les habitants, si on essaye de leur imposer des choses qui portent d'abord uniquement sur les choses matérielles, c'est là qu'ils restent architectes, et qu'il ne comprend pas que l'urbanisme est essentiellement immatériel, parce que l'urbanisme, c'est essayer de faire en sorte qu'émerge de l'espace public. Or, l'espace public, ce n'est pas un problème seulement d'infrastructure. On ne peut pas décréter un espace public. Donc, celui qui fait de l'urban design, c'est-à-dire celui qui touche aux objets matériels, qui agence la matérialité, il est bien sûr utile, mais il n'est pas le maître de son action. Donc, il me semble que là, c'est quelque chose qu'on rencontre dans plusieurs personnages que tu as interviewés, qui ont en commun d'avoir participé à des opérations hyper planificatrices et qui sont critiques, hein, qui reconnaissent que c'était pas génial. Donc je savais pas que Hubert était aussi dans ce cas-là. Moi, je ne vois que ce qu'il reconstruit. Hein. Donc merci de ces précisions. Donc même lui, il est dans cette catégorie-là. Et surtout lui, voilà, d'accord. Ils sont critiques vis-à-vis de cette période, mais le sont-ils assez? C'est-à-dire, ont-ils compris que l'urbanisme, c'est pas de l'architecture en plus grand, que l'urbanisme, ça consiste pas à faire des maisons. C'est pas la question du logement est une question de l'urbanisme, mais fondamentalement, il me semble que l'urbanisme, comme je dirais l'ensemble de l'action politique, l'action publique, avec l'État bien sûr dedans, c'est de produire des biens publics. Or, on a toute une histoire de production et distribution de biens privés, bien sûr. C'était logique qu'il faille construire beaucoup de logements parce qu'il y avait une population qui arrivait. Bon, mais aujourd'hui, en Israël, je pense, comme ailleurs, mais peut-être moins en Israël, parce qu'il y a toujours cette idée d'expansion démographique coloniale ou colonisatrice, mais en tout cas, je pense quand même qu'en Israël aussi, on a évolué, enfin c'est logique qu'on évolue, mais en tout cas dans les autres pays développés, c'est clair que les grands basculements sur la prise en compte politique de l'urbanité, c'est justement de ne plus penser en termes seulement de politique du logement. Regardez, et donc c'est pas le retour à la ville des années 80 seulement, c'est quelque chose qui continue, c'est-à-dire le fait qu'au centre de l'action urbaine, il y a maintenant l'urbanité. Donc il me semble que de ce point de vue-là, je dis pas que ça va pas rechanger, hein, mais c'est pas juste des effets de mode, et la rupture avec le mouvement moderne, elle est fondamentale, parce que justement le mouvement moderne était structurellement incapable de penser la notion de bien public immatériel, la notion d'acteurs multiples. Donc il me semble que les personnages qu'on voit dans l'ensemble des films, hein, je dirais presque sans exception, peut-être je me trompe, mais c'est des gens qui ont, en particulier, alors je ne sais pas comment tu les as choisis, comme je connais mal la scène, peut-être qu'ils sont tous comme ça, hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont différents, mais c'est des gens donc, qui ont un certain âge en plus, parce que c'est des archives historiques, hein, c'est la construction d'une mémoire, donc c'est extrêmement utile, merci. C'est des gens qui ont massivement participé à une autre époque de l'histoire, donc on comprend qu'ils aient quelques difficultés, plus que d'autres d'une génération plus jeune peut-être, à faire le virage, et d'autant plus qu'ils sont des architectes qui ne sont pas clairs sur le fait que l'urbanisme est un autre métier que l'architecture. Bien sûr, les architectes peuvent être impliqués dans l'urbanisme, et ils sont extrêmement utiles, mais c'était Nicolas Michelin qui me disait l'autre jour, quand je suis devenu
urbaniste, j'ai compris que c'était un autre métier. On peut même penser, être un peu critique vis-à-vis de ce qu'il fait, qu'il n'a pas encore été jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, les urbanistes dans nos pays, ils ont pigé ça, qu'ils soient architectes ou pas. Et notamment que l'observation est un élément absolument essentiel. C'est-à-dire que classiquement, l'architecte, il étudie la parcelle, il étudie le programme, et puis ensuite, il construit sa maison et dire « fuck the context », c'est éventuellement possible, de moins en moins, mais c'est éventuellement possible, ça fait gagner de l'argent dans les médias, mais c'est impensable pour un urbaniste de dire ça. Et ce qui me frappe chez Israël Godovitch, c'est que on sait pas très, enfin c'est vrai que c'est pas très clair ce qu'il veut. Les opérations qu'il propose sont sûrement intéressantes, mais par exemple quand il dit 2 fois de suite, qu'est-ce que c'est que ces bus à rallonge, quoi donc, enfin, comment peut-on penser l'urbanisme dans une ville de 2 millions d'habitants? Oui, mais l'aire urbaine, bon, un gros million, hein, c'est presque tout Israël en fait. Bon. En tout cas une ville millionnaire, sans mettre la mobilité au centre, et c'est pas la forme des autobus. Donc le fait qu'il aborde la mobilité uniquement parce qu'il trouve que ces bus articulés ont une sale gueule, donc il dit pas... Il voudrait les retirer de la rue, mais parce que c'est pour des raisons esthétiques. Non. Quelles non, autres, attendez, non, là je crois qu'il faut... Ouais. Attends, Quelles autres alors? Expliquez-moi. Non mais attendez, il faut qu'on revienne un tout petit peu en arrière là, parce que... Ouais. Non, il faut revenir un peu en arrière. Oui, mais répondez-moi ponctuellement là-dessus, parce que j'ai peut-être pas compris. C'est tout simple, c'est que c'est trop long et c'est pas du tout à l'échelle. Oui. La question, Bien sûr, c'est la question, c'est l'échelle. Ouais. Et c'est exactement, à mon sens, le problème de votre discours, c'est que vous ne tenez pas compte des différences d'échelle. Suffisamment, à mon sens. Le discours d'Israël Godovitch est un discours sur l'articulation entre la petite échelle d'une ville pré-métropolitaine et la grande échelle d'une ville métropolitaine intégrée peut-être dans la mégalopole israélienne. Bon. Mais dans cette logique comme ça de développement de grandes entités plus que métropolitaine, hein, parce que là on est au-delà aujourd'hui du phénomène métropolitain. Le phénomène métropolitain est désormais dépassé. Ce qui est évoqué dans le premier film, c'est un phénomène plus que métropolitain. Et Israël Godovitch a le toupet, je dirais, et c'est ça que je trouve formidable chez lui, et je trouve que son discours est bien aussi, dérangeant que le premier. Il a le toupet de nier la dimension métropolitaine. Justement, c'est bien là le problème. Non, mais de la nier pour une réalité qui existe. Mais non, mais il la nie pas. Il s'abrite, encore une fois, je répète, derrière l'idée utopique. Il s'abrite derrière ça. Mais en réalité, ce qu'il pense profondément, c'est que l'échelle de la ville de Tel Aviv, l'échelle historique, devrait être prise en compte pour penser le développement métropolitain. Quand on connaît un peu Tel Aviv, je peux vous dire que ça paraît absolument flagrant. Aussi pour éviter le piège de la définition moderniste, parce que vous avez bien raison de dire que le modernisme a échoué à penser la ville et l'espace public. Or, lui, justement, c'est ça qu'il pense. Donc, lui faire le procès qu'il est trop architecte, je trouve ça très injuste. Parce qu'à mon sens, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui pense profondément l'urbanité et profondément l'usage, la valeur d'usage de la ville. Vous le la valeur connaissez d'usage, en dehors du film, alors, parce que là, je ne sais pas de quoi on parle, en fait. Parce que je connais très bien oui, les sites dont il parle, mais les endroits dont il parle. Et je sais aussi, qu'il a raison sur tous les points qu'il souligne. Et que ce ne sont pas seulement des questions d'architecte, de morphologie. Je dois dire que je suis personnellement un peu choqué aujourd'hui par la façon dont on envoie comme ça, dont on rejette dans une espèce de marge artistique les architectes sous prétexte que la question se pose uniquement au niveau urbain. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'urbain? Si on entend par l'urbain des différences d'échelle, et c'est ça que je trouve formidable, à ce moment-là, l'architecte, comme lui, l'architecte urbaniste, a tout à fait sa place. Et je pense qu'il faut entendre son discours. Et maintenant, si on remonte au premier,
Hubert Luyon. Ce qui est très, je trouve, touchant chez lui, moi je suis en total désaccord avec ce qu'il dit, mais je le trouve aussi très touchant. Pourquoi ? Et ça c'est très intéressant, c'est là aussi où les questions d'échelle jouent. Pour moi la biographie c'est une question d'échelle par exemple. Une biographie ça ne peut pas se perdre dans des grands calculs de population. On ne peut pas penser qu'à partir du moment où on pense biographie, ben les populations c'est plus de la statistique, c'est des individus. Bon, mais il se trouve que là on entend un individu qui dit quelque chose quand même de tout à fait intéressant sur le plan de la définition de la ville. Quand à la fin, tu lui demandes, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et qu'il répond qu'au fond, ce qu'il voit, là, qu'il est optimiste, pourquoi ? Parce que ce qu'il voit se développer, c'est au fond un processus très vital. Il évoque ça, il lance ce mot comme ça, ce qui est très curieux au fond, parce que son discours avant n'avait jamais porté sur cette idée. Mais au fond, on comprend que c'est vraiment ça. Et qu'il est venu en Israël pour ça. Ce qui l'intéressait, c'était ce sionisme comme ça très entreprenant, et qu'au fond, pour lui, vie et pouvoir, c'est la même chose. La vie et le pouvoir, là où il y a de la vie, il y a du pouvoir, quoi. Je dirais, il y a de la volonté de puissance même. On pourrait même aller jusque-là. C'est un vitalisme comme ça, finalement, très nietzschéen. Donc, c'est pas tellement... il a peut-être été communiste. Maintenant, il est plutôt anarcho-libéral. Mais en réalité, il a un vrai intérêt pour quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la vie, du processus vital, etc. Et ça compte aujourd'hui beaucoup dans la... Non, mais moi, très pertinent pour faire de l'urbanisme. C'est effectivement intéressant, mais ça ne nous amène pas loin. Non, mais moi, je vais quand même... moi, je vais pas, faire un point sur les choses que Jacques évoquait, c'est le rôle de l'urbaniste. Parce que moi, je trouve que même avec tout le critique que j'ai vis-à-vis de l'architecte, que j'ai beaucoup de critiques, je crois que le pire, c'est l'urbaniste. Parce qu'ils sont assis vraiment dans un carrefour le plus délicat, c'est-à-dire les urbanistes, ils sont entre le pouvoir et vraiment le design. C'est vraiment Et là, ils font un travail de politiciens, vraiment, parce qu'ils essaient d'arranger les choses à la place d'être radical, dire qu'il faut créer des instruments modernes, complètement différents que les instruments de zoning et des choses. Là, je suis d'accord avec le mot archaïque qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il faut effectivement utiliser toutes les évolutions technologiques, des systèmes numériques, c'est-à-dire de créer un système beaucoup plus élastique. D'ailleurs, là, excusez-moi, je viens en arrière, c'est-à-dire un village grec, style Christopher Alexander, il avait un système urbanistique très élastique. Parce qu'il n'y avait pas de zoning, il n'y a aucune ligne sur aucune carte. C'est-à-dire c'est des séries de règles, de réglementations abstrait, on peut dire. C'est-à-dire que si on a une maison ici, et si on construit une maison plus bas, il ne faut pas déranger le point de vue vers la mer, par exemple. Mais il n'y a pas de forme. On n'est pas obligé de faire ni un carré, ni un dôme, etc. C'est-à-dire des séries d'accords qui sont de nature ultra pas moderne, mais c'est-à-dire c'est vraiment une notion d'avenir parce qu'on passe l'espace dans son niveau trois-dimensionnel. Et pas une carte simple avec les verres, que c'est la base de grandes catastrophes urbanistiques. Et je crois que les urbanistes, ils sont paresseux, ils sont vraiment des gens qui négocient entre les politiques et l'architecte sans amener aucune évolution de la réflexion comment on organise la ville, et d'ailleurs les use valley, l'espace public, etc. Même si on déteste tout cet architecture de spectacle, etc., qui un gaspillage énorme de matériaux, qui ne rendent pas compte des nécessités, etc., quand même, les grandes lignes, c'est l'urbaniste, qui, à la place d'être radical et amener une sorte d'évolution et faire pression sur la politique pour faire adapter les lois dans les parlements variés et de faire évoluer, ils sont complètement assis sur un système de parcellation de la terre classique. Et toute cette structure qu'on adore dans le passé, les casbahs de grandes villes musulmanes en Espagne, etc., l'architecture très sophistiquée qui a un building qui peut commencer là, mais qui peut finir là, etc. C'est-à-dire tous
les notions trois-dimensionnelles, elle est abandonnée complètement. Et je trouve que comme un grand géographe, vous pouvez communiquer ça à votre collègue, non? Mais non, mais souvent les grands urbanistes, parce que moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, je pense que les urbanistes, c'est-à-dire qui sont une profession d'ailleurs interdisciplinaire en termes sociologiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'architectes parmi les urbanistes. Donc c'est pas, moi je critique pas les architectes en tant que tels, je critique le fait de croire que l'urbanisme n'est pas quelque chose d'autre, simplement avec un changement d'échelle, que ce que faisait autrefois d'ailleurs l'architecte. Parce que je pense, il se trouve que je suis dans le programme doctoral mais ça on est d'accord, mais il faut avancer. On est d'accord. Mais justement, alors, non, mais parce que je ouais. défends les urbanistes, puisque tu dis qu'ils sont paresseux, qu'ils sont politiciens, mais l'urbanisme, ils sont politiciens dans le mauvais sens. Oui, mais justement, moi je pense qu'ils sont politiciens dans le bon sens, c'est-à-dire dans le fait que le politique, c'est pas seulement les décideurs en haut, c'est les habitants. Et je sais pas si tu es familier de la manière de se font aujourd'hui les projets. Arrête l'urbanisme. Si, je veux dire, maintenant, il fait quand des les choses habitants... statistiques, Non, mais etc. dans les équipes d'urbanistes, il y a des géographes, il y a des architectes, il y a des environnementalistes. Je veux dire, il y a par exemple quelque chose qui a profondément changé. Tu avais un urbaniste qui écoutait l'habitant, vraiment? Mais ils sont obligés parce que maintenant, moi, j'habite en Suisse et crois-moi, si on n'écoute pas les habitants, c'est-à-dire si on ne travaille pas avec les habitants, le projet tout simplement ne se fait pas. On écoute bien l'habitant, ils sont tous les étrangers, ils sont déjà virés, même maintenant les Européens. Alors l'habitant, ils sont niveau très élevé. Non, mais tout ce qui est excessif est insignifiant, hein, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que les architectes, non seulement ils apprennent beaucoup, ce qui n'est pas évident pour eux, parce que je voudrais aussi rendre hommage à l'architecte. Vous avez parlé d'architecture et cinéma, il y a un festival avec Thierry Paco, et je pense que vous voyez le film, je suppose qu'il est dans la série Fountainhead, La Source, où il y a l'architecte. C'est un film ultra-libéral, d'ailleurs. Slash fasciste, d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, c'est intéressant que cette femme libertarienne, elle ait pris l'exemple de l'architecte. Et il y a quelque chose de juste aussi dans une société où il y a une si faible culture architecturale. Le fait, moi je vois mes étudiants, parce que l'essentiel de mes étudiants sont des étudiants en architecture, on les pousse, pour être de bons architectes, d'une certaine façon, à se blinder contre le monde extérieur, comme des artistes. Donc tout n'est pas mauvais là-dedans, mais je pense que le paradoxe, c'est qu'ils ont des outils techniques, et même plus que ça, pour être aussi des urbanistes, notamment la maîtrise de l'urban design, de la dimension matérielle de l'urbanisme, mais en même temps, là, ils doivent faire complètement le contraire. Le gant doit complètement se retourner, parce que là, ils doivent être complètement à l'écoute, et notamment, la notion de projet avec un début et une fin, c'est quelque chose qui est mis au défi par l'urbanisme. Regardez les grandes opérations d'urbanisme, regardez Confluence à Lyon, par exemple, qui est un projet phare, où il y a eu beaucoup d'architectes impliqués, comme François Greter, qui est un architecte, ou l'île de Nantes, avec Alexandre Chemetov, qui est un paysagiste, mais bon, on peut dire que c'est un architecte au sens large. C'est des gens qui ont admis l'idée, qui n'était pas facile, qu'ils ne seraient pas là à la fin du projet. Que finalement, c'est un projet, non pas d'eux, mais de la ville elle-même, que le vrai acteur du projet urbain, c'est la ville. Et donc, c'est une sacrée rupture culturelle. Donc moi, tout ce que je disais, c'est que les gens qu'on voit dans les films, ils ont du mal à faire ce virage. Les deux exemples que vous donnez sont des exemples types d'intervention architecturale avec une qualité architecturale. Oui, aussi, mais ça en est une composante. Mais non, mais je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois aucun sens. Il y a des questions. Oui, d'ailleurs. Je pense il faut qu'on se tourne vers la salle. Parce que... je me présente peut-être, je suis Christian Durco, documentaliste au lycée Jaurès à Argenteuil, donc pas architecte, pas urbaniste. Je trouve au demeurant cette querelle entre l'architecte et l'urbaniste très intéressante, parce que ça permet de nous voir un peu les différences de fonction des deux interlocuteurs. Cela dit, je vais peut-être poser une question naïve à monsieur Amos Gitaï, parce que j'ai malheureusement raté le premier cycle de conférences que vous avez donné en avril. Cette série de films
que vous avez réalisée pour la télévision israélienne. Est-ce qu'elle est passée sur une chaîne à grande écoute et à 1 heure de grande écoute à la télévision israélienne? Et est-ce qu'elle a entraîné des polémiques? Parce que, si je peux dire, vous mettez les pieds dans le plat, ou plutôt les pieds dans le plan dans ce domaine. Et puis, si je peux me permettre une deuxième question, vous êtes donc fils d'architecte, vous êtes père d'architecte, et vous construisez des films. Alors, ce qui m'intéresserait de vous entendre sur les points communs et les différences entre architecte et cinéaste. Si Bon, possible. merci. Ouais. Non, d'abord, je vais dire une chose. Il n'y a pas un vrai... moi, je suis d'accord, comme Jacques critique l'architecte, qui sont une vision mégalomane de construire des grands tissus sans des réflexions d'espace public, etc. Je suis d'accord. Mais je trouve que c'est aussi à cause de l'absence d'une vraie réflexion d'urbaniste. C'est-à-dire, le critique est vrai, mais les causes aussi que cette discipline qui s'appelle urbanisme, elle ne prend pas sa place. Il n'y a pas une vraie réflexion, ils sont complètement statiques depuis le XVIIIe siècle, ils ne sont pas évolués. Tu vois. Bon, il fait quelques recherches statistiques, mais ce n'est pas applicable au terme de travail quotidien. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas tous les moyens possibles. Aujourd'hui, on a beaucoup pour faire des systèmes beaucoup plus élastiques, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus raffinés. Alors, on a une sorte d'archaïsme. Effectivement, comme ça ne marche pas, alors on va vers une sorte de solution anarchique, etc. C'est-à-dire, la critique est juste, mais il y a un poste qui n'est pas rempli, qui est vide. Alors, c'est pas... Je suis plutôt d'accord avec les critiques qu'il a dit Jacques. Et d'ailleurs, même sur Chandigarh, que je n'ai pas visité, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent, comme Jacques, qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas du tout. Bon. Après... Alors justement, est-ce que votre série de films, en particulier les 2 qu'on a vus ce soir, ouais. ont déclenché des polémiques du genre de celles de ce soir? Écoute, l'idée, c'est comme je dis, même si j'adhère pas à tous les points de Hubert de Lyon, d'abord, je trouve que pour les Israéliens, comme a dit Jean-François, c'est important de voir qu'il y a quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qu'il a un autre visage, il trouve que c'est complètement légitime parce qu'il est là, parce que je crois que les sociétés israéliennes deviennent trop hermétiques sur elles-mêmes. C'est-à-dire les étrangers, ils sont plus périphériales. Alors j'étais envie d'installer des gens d'origines différentes qui je leur donne le stage d'établir leurs paroles. Et je vais respecter son espace de voir un discours de A à Z, même si j'ai des différences de point de vue. Je trouve que c'est important qu'Israël ne va pas éliminer, surtout dans l'époque d'un gouvernement très droite, qui essaie de transformer beaucoup de zones qui sont encore ambiguës, de rendre les choses, de passer des lois dans les Knesset de caractère raciste. Je trouve que c'est important de donner la parole aux gens qui arrivent du monde entier, qui sont... c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a Walid Karkabi, qui est un architecte de conservation à Haïfa, qui est arabe, il y a des Bédouins, il y a j'ai envie c'est comme un statement, effectivement, dans le sens biographique, d'établir cette palette. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être ou israélien, ou juif, ou arabe pour voir la parole. On peut être quelqu'un de Birmanie qui argumente son point de vue, même si j'ai différentes... c'est-à-dire, ça devient un forum public, dans quelque façon. La série a eu un très grand impact. Elle était à la fois diffusée par les chaînes d'éducation nationale, mais aussi dans les plus grandes chaînes que les deuxième chaîne, dans un slot qui était très suivi, parce que la majorité des Israéliens ne travaillent pas vendredi. Et comme mes amis, des fois, promènent avec moi dans les rues d'Israël, et des fois, cette série est plus connue que mes films qui étaient diffusés dans beaucoup de pays comme Kippour, au Kadosh, etc. Alors, et c'est surtout que dans la forme, j'ai essayé de créer une série très minimaliste, sans trop d'effets visuels, mais qui est vraiment sur le discours, sur les paroles.
Alors, je crois que c'était en lutte d'abord contre la télé, parce qu'il m'a dit que quand même tu es un cinéaste, très, très bon cinéaste, etc. Fais-nous des images. Et je dis non, non, je vais faire pas d'images, je vais faire des séries de discours avec des gens très variés qui élaborent des séries de points de vue. Et d'ailleurs, elle est éditée par DVD, elle était montrée à Israël, mais après ici, on a fait un mois complet à Colombie, à New York, à São Paulo, etc., etc. La troisième question, c'est la plus longue, mais je ne vais pas prendre la parole. C'est-à-dire que moi, je trouve que ma formation comme architecte, parce que j'ai tapé quand même 9 ans d'études d'architecture, d'abord j'étais diplômé au Technion et après aux États-Unis, m'a donné beaucoup d'éléments très utiles pour mon travail de cinéaste, parce que je trouve que le cinéma, d'ailleurs, comme l'architecture, il devient trop axé sur l'aspect spectaculaire. Je trouve qu'il y a trop de recyclage dans ce métier, c'est-à-dire l'école de cinéma, comme l'école d'architecture d'ailleurs, produit trop de gens trop disciplinés, trop conformes aux choses existantes et pas assez de gens rebelles. Alors, à la fois de faire des études de certaines disciplines et de faire l'exercice de transposer cette connaissance à notre métier, c'est toujours fascinant. Et par exemple, comme je travaillais avec Jeanne Moreau, elle m'a dit une chose que je trouvais toujours très juste. Elle m'a dit, Amos, moi je fais un projet parce qu'avec lequel je peux apprendre quelque chose que je ne sais pas encore. Et pour moi, c'est pour ça qu'elle est grande actrice, parce que on met en question dans l'espace conceptuellement, et ça nous donne le prétexte d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire, ce n'est pas pour répéter, recycler, reproduire, etc. Alors, je trouve et après, c'est le rapport vis-à-vis les termes qu'on s'appelle knowledge. Qu'est-ce que c'est knowledge? Alors, et c'est ça la problématique, effectivement, des écoles dans ce domaine. C'est-à-dire, moi j'ai appris les choses comme j'avais besoin, mais pas avant. C'est-à-dire, je tournais d'abord tout seul avec des Super 8. Dès que j'ai commencé à tourner avec 16 mm, j'ai appris la technologie et les procédures des 16 mm et comment on fait le son. Comme j'ai passé au film de fiction, j'ai appris des gens qui étaient à la fois qui travaillaient pour moi, mais qui étaient aussi mon professeur, si vous voulez, comme Henri Alcan, qui était un immense directeur de photo, qui travaillait avec Cocteau, avec Abel Gans, etc. Il a travaillé pour moi sur mon premier film de fiction, Esther, mais j'ai appris beaucoup de choses de lui. J'ai appris Antoine Bofanti, qui était formé par Godard, qui a fait beaucoup de films, et des sons directs. C'est un des grands créateurs de cette discipline française, des sons directs. Alors, j'ai fait une sorte de tournage dialectique. J'avais des Alcan qui étaient plutôt formés par les grands cinémas français classiques, avec des lumières extrêmement précises et des mises en scène très établies. Et au contraire, j'ai pris un son qui était formé par les gens de Nouvelle Vague, qui a donné toute la liberté, effectivement, à la mise en scène. Et après, j'ai demandé à Pina Bausch de faire les chorégraphies d'un de mes premiers films, Berlin-Jérusalem. Alors, effectivement, l'architecture était toujours une sorte de petite structure avec laquelle je peux retirer de cet aspect et poser des questions chaque fois à nouveau. Mais Jean-François a raison, si je ne vais pas passer toutes les soirées d'élaborer ça. Merci beaucoup. Je me présente, Liane Lefebvre, professeure à l'Université für angewandte Kunst à Vienne, en architecture. Et j'ai une question à poser à Amos Gitaï. Vous avez, de façon très catégorique, condamné tous les urbanistes. Je me demande si vous le faites pour créer un effet très controversé. Et sinon, si vous croyez vraiment, alors je vous pose encore une question, à savoir,
de quel urbaniste vous parlez? Car on est bien d'accord, il y a beaucoup de villes à l'échelle globale qui sont des cauchemars. Par contre, il y en a d'autres qui ont une très haute cote de qualité de vie. Il y en a une dizaine environ qui ont été cotées par le... enfin, on est ancré dans la réalité, dans une réalité mondialiste. Il y a 10 villes au monde qui sont cotées comme les plus vivables, dont... vous les connaissez sans doute, il y a Vienne, Zurich, des villes canadiennes, des villes australiennes. Donc, il y a des urbanistes qui savent ce qu'ils font. Il n'y en a pas que des mauvais. Non, d'abord, vous avez raison, parce que j'ai aussi ça comme une petite provocation pour équilibrer un peu le dialogue. Alors, j'imagine qu'il y a de bons urbanistes, mais je dis, mais plus sincèrement, dans le sens large, je trouve que c'est un des domaines les plus urgents d'avancer. Et là, je crois qu'ils sont limités par les utiles, c'est-à-dire c'est une tâche très lourde, parce qu'il s'agit, quand on parle d'urbanisme, c'est-à-dire, si vous voulez, je prends le Moyen-Orient, les occupations ou le mandat britannique colonial en Palestine, il a fait pas mal de choses positives, mais aussi ils ont imposé la parcellation des terres dans les villages palestiniens. Et disant que dans chaque parcelle, il faut retirer 3 mètres de côté droite, 3 mètres de côté gauche, 4 mètres derrière et 2,5 en avant. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu arrives avec un petit carré. Cette imposition de cette loi a cassé toutes les structures que je dis tout à l'heure, des casbahs. C'est-à-dire, le casbah, une maison touche l'autre. Il y a une procédure de séparation d'individus d'espace public vers l'espace intime d'une façon très graduelle. C'est-à-dire, si tu prends n'importe quel casbah, tu as une grande rue, après tu as une tout petit rue, accessible peut-être à transport aux communes, c'était des chevals, maintenant c'est des voitures, etc. Après tu rentres dans l'allée, et après tu rentres d'abord dans les petits patios intimes de la maison, c'est-à-dire, même point de vue psychique, c'est-à-dire la séparation entre l'espace public et intime, elle est beaucoup plus graduelle. Et après tu rentres dans les séjours, et après seulement tu vas par une sorte d'escalier, terrasse, l'espace plus intime. Alors, l'imposition des systèmes de parcellation sur des villages était catastrophique. Les urbanistes, ils ne sont jamais fait challenge à ce système-là. Ils ont créé des espaces, peut-être à Vienne et Zurich, pas mal, mais plutôt aseptiques. C'est-à-dire, Oh non, on n'est pas d'accord. oui, on est là pour ne pas être d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais c'est-à-dire dans laquelle il y a les zones de musées, les zones de jardins, c'est-à-dire, moi je trouve que le tissu mixte qui était caractérisé, cette sorte, elle est encore plus élevée, c'est-à-dire cette sorte de village est plus élevée que même Vienne et Zurich avec tout le respect donné, mais celui-là, elle ne peut pas exister dans un système urbanistique archaïque. Et même s'il y a des gens qui savent très bien dessiner, où mettre les musées, où mettre les jardins, où mettre les fontaines, etc., il faut aussi, d'ailleurs, pour les gens qui parlent Hubert Lyon de São Paulo, etc., créer un système qui donne à la fois élasticité, il faut donner une élasticité plus sophistiquée, mais qui donne aussi des usages mixtes, mais qui aide à avancer. L'urbanisme Vous décrivez Vienne. Pardon ? Vous décrivez Vienne sans le savoir. Bon, c'est possible. Alors, de toute façon, ma mère adore Vienne, alors je ne peux pas parler contre. Pour elle, c'était... mais elle n'était pas actuellement, elle était dans l'année... fin d'année 20-30, pour elle, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Je peux vanter Vienne parce que je ne suis pas viennoise. Non, mais elle parlait toujours de Karl Marx Hof et tout ça. Mais je comprends mieux, alors dans ta réponse, je comprends mieux
le malentendu, c'est-à-dire le fait que ce que tu critiques, c'est un urbanisme de règlement, un urbanisme de normes, alors effectivement... Donc il faut changer les normes aussi. Non, mais c'est pas... Il non, mais faut je veux dire, évaluer mais si on dit que l'urbanisme, c'est la production d'urbanité, ou disons la production de l'urbain, pour être plus neutre, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a de multiples acteurs et que ces acteurs sont devenus de plus en plus puissants, notamment les acteurs non étatiques, hein, qu'on trouve ça bien ou pas bien. C'est comme ça. Et donc, à mon avis, le rôle cardinal de l'urbaniste aujourd'hui, alors peut-être qu'ils le font plus ou moins bien, mais c'est un rôle absolument central, c'est de transformer des intentionnalités diverses et contradictoires en quelque chose qui va être mutuellement positif. Et ça ne va pas du tout de soi, parce qu'on est dans nos sociétés, donc y compris à Vienne d'ailleurs, hein, il y a une tendance à ne plus toucher à rien. Hein, donc dans le monde alpin, germanique dans lequel je vis, c'est quelque chose de très préoccupant. Des gens qui disent on vit dans un paradis, il ne faut plus rien changer. Et puis d'autres qui disent « Oh, nous embêtez pas, il faut construire des autoroutes pour qu'on puisse circuler parce qu'il y a des embouteillages. » Donc il y a une multitude d'acteurs qui ont une vision partielle. Et il me semble que l'urbanisme, d'ailleurs, qui n'est pas seulement une personne, qui n'est pas forcément une seule personne, mais c'est un processus qui va essayer de faire que, au bout du compte, ça soit mutuellement profitable. Et à mon avis, le fil conducteur, c'est l'urbanité. Donc ça veut dire qu'il faut une théorie. Et ce que tu viens de dire sur le mélange, sur la mixité, ça ne vient pas de nulle part. Ça a été pensé. Donc par qui ? Alors, par des auteurs, je ne sais pas moi, Jane Jacobs, Lynn Lofland, Isaac Joseph, des gens très intéressants qu'on peut considérer comme le versant théorique de l'urbanisme, mais c'est aussi des gens qui ont mis en pratique ça, et c'est assez modeste. Moi, je trouve que c'est des figures très intéressantes, les urbanistes. Donc, effectivement, si tu faisais une série de films sur les urbanistes, d'abord, tu aurais beaucoup plus de femmes, et... tu aurais des gens qui ne se pensent pas comme des héros, qui pensent que le héros, c'est la ville, et qu'eux, ils sont juste des petits catalyseurs, si ça marche bien. Donc des gens qui sont intéressants à interviewer. C'est une petite suggestion pour la prochaine série. Non, mais merci pour les conseils. Mais je trouve que c'est-à-dire, le problème, c'est vraiment une question structurelle. Ce n'est pas une question individuelle de quelqu'un méchant, urbaniste. C'est-à-dire que comme ils sont une sorte de tampon entre les intérêts politiques, économiques, etc., ils sont effectivement une sorte de traducteurs d'intérêts variés sans poser d'opinion. Et moi, je trouve qu'il faut le timing est déjà très tard, de créer une sorte d'autre théorie alternative d'urbanisme. Et d'accuser, c'est-à-dire, l'architecte, c'est vrai qu'ils ne sont pas là, chaque architecte, il regarde son objet, ça je suis d'accord, mais il faut qu'il y ait des gens qui font la synthèse, et il faut que l'urbaniste vont être plus radical, et essaye, qui n'est pas évident, pas facile, parce qu'à l'absence de cette démarche, effectivement, la force économique prend tout l'espace, les favelas devient être une chose idéalisée, même s'il y a des choses positives, etc. C'est-à-dire qu'il y avait la nécessité de créer une autre théorie, d'abord, de stratégie urbanistique qui crée quand même des restrictions. C'est-à-dire que je suis d'accord, j'imagine, des choses que tu dis. Il y a des zones qu'il faut protéger. Il faut que l'urbanisme protège. Et là, comme ils sont très archaïques, tout est cassé. Et Hubert Lyon, adorable, etc., il fait son discours. Mais alors, moi, je voudrais ajouter une chose quand même. Je trouve très bien que vous ayez cité Isaac Joseph, qui n'est pas urbaniste, qui est sociologue, partisan de l'interaction, disciple de Irving Goffman, qui est quelqu'un d'absolument formidable et qui effectivement, avec d'autres auteurs que vous avez cités, qui ne sont pas non plus vraiment urbanistes, ont permis de repenser l'urbanisme. C'est-à-dire que je crois que l'urbanisme est absolument nécessaire
intégrant l'architecture, mais aussi d'autres disciplines. C'est-à-dire que c'est vraiment un domaine qui devrait être profondément transdisciplinaire. Et la question des échelles est fondamentale, y compris ce que j'évoquais, là, si je peux me permettre d'y revenir, la dimension individuelle, biographique, etc. Et dans ces films-là, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté, parce que je crois qu'il est effectivement important. Une société comme la société israélienne, c'est une société qui est constituée de groupes sociaux, mais aussi d'individus pour toutes les raisons que l'on sait, qui sont l'histoire du peuple israélien. Peuple juif, pardon. Et il est extrêmement important de rester très mobile sur ces questions d'échelle entre individus, groupes, nations. Ces notions-là sont souvent confondues dans le discours sur la ville au nom de normes statistiques, etc., etc. Et moi, je pense qu'il faut travailler aujourd'hui à défaire réexaminer toutes ces échelles et travailler sur ces articulations qui sont... et c'est pourquoi il est intéressant, par exemple, que le premier personnage parle à la première personne et qu'on entende justement son histoire, que ce ne soit pas seulement un discours idéologique. Parce que si j'écoute ce premier monsieur comme de l'idéologie, c'est aberrant, puisqu'il se contredit tout le temps. Enfin, bon, c'est un communiste qui est passé au néolibéralisme. Voilà. Si je le prends, non mais si j'élimine la complexité de son discours, si j'élimine la complexité de l'individu, du personnage, de sa biographie, etc., si je ne rentre pas un peu plus dans son discours, on va arriver assez vite à des schématismes monstrueux comme ça. Et c'est avec ce genre de schématisme qu'en plus on s'entretue. Bon. Donc je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui de faire un appel solennel aux urbanistes, leur demander d'intégrer le plus possible toutes sortes de dimensions autres, sociologiques, littéraires, artistiques, que les dimensions purement socio-économiques. Voilà, et je crois que c'est l'intérêt aussi de ce type d'intervention dans les médias que fait Amos en tant qu'artiste quand même, fondamentalement. Intellectuel, disons, artiste et intellectuel. Est-ce que je peux lui poser une question sur le cinéma, justement? J'ai trouvé très intéressant ces films, mais il y a une question qui m'a angoissé quand même. Est-ce que ce ne serait pas quand même un peu des documentaires? Pourquoi un peu? Parce que je pratique l'understatement, je ne veux pas être trop agressif. C'est pas agressif pour moi. Moi, j'adore les documentaires. Hein. J'ai fait déjà beaucoup de documentaires. Ça, je vais être pire que toi. Je vais dire ça un document. C'est même pas un documentaire. Ah, voilà. Non, mais ça, c'était justement un peu une dimension de ma question, c'est-à-dire, est-ce que c'est une enquête scientifique recueillant des témoignages? C'est pas scientifique. Non, mais quand même se situant, je dirais, dans l'esprit d'une enquête sur l'histoire de l'architecture. Non, c'est-à-dire, et dans ce cas-là, quel est ton projet de connaissance? Moi, je confrontais, comme tout le monde, on a parlé de l'État et après on va finir parce que je crois qu'il faut arrêter à un moment donné. Alors, non, moi je suis confronté, pas seulement des aspects que je dis, que l'État est en train de retirer de son engagement de logement, que je trouve qu'un engagement important, même s'il ne faut pas construire exactement la même chose, mais aussi que la télévision, qui était un élément qui a stimulé la réflexion pendant très longtemps, les années 70, 80, etc., devient strictement des showbiz de plus bas niveau, tout inclus, c'est-à-dire les news aussi. C'est-à-dire on n'apprend pas grand-chose, c'est démagogique, c'est simpliste, c'est schématique, et même si tu vas actuellement dans le Moyen-Orient, les pires des groupes intégristes utilisent carrément la télé, et la télé collabore dans le mauvais sens de ce mot. Alors, la télévision, elle devient plus quelque chose qu'on peut réfléchir, qu'on peut passer et regarder quelque chose. Après, on rentre chez nous, on redit, voilà, on a appris quelque chose, ça travaille dans la tête. Et de toute façon, pour moi, le meilleur film que j'ai vu comme spectateur commence comme la projection est terminée. C'est-à-dire qu'il reste un trace de quelque chose, il faut retravailler, il faut réinterpréter, il faut être d'accord, pas d'accord, tout ça, c'est légitime. C'est un dialogue, c'est un travail d'interprétation, pas un travail de consommation.
Alors, moi, j'ai été effectivement dans ce paysage général. J'ai dit, bon, je vais poser ces 16 chapitres sur mon pays, comme il sort de paraboles, comme il sort de métaphores. Et effectivement, j'étais plutôt content de voir que ça a initié une sorte de série de réflexions assez profondes. Et j'étais envie de garder leur simplicité. J'étais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas envie de faire les cinémas, c'est pas Kippour ni Kadosh, etc. C'est des séries de réflexions, 25 minutes, 23 minutes, avec un petit texte littéraire au début, et c'est tout. Et je trouve que j'ai très envie de revoir la télé, reprendre cette... le mot, comme je dis sur le logement, engagement, cette sorte de rôle qu'elle peut jouer, de créer une sorte de réflexion qui devient un instrument qu'on peut apprendre quelque chose et pas strictement de bombardement entre les publicités des choses spectaculaires et médiocres. Bon, je crois qu'on a expliqué déjà tout, que tout est clair, non? Mais de toute façon, on revient la semaine prochaine. Hein? Alors, merci.